Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 4 septembre 2025 et notre ami Alex Kreiner est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, Alex. Ravi de vous retrouver, Nima. Je salue vous ainsi que vos téléspectateurs et auditeurs. Commençons, Alex, par ce qui s'est passé en Chine. C'était quelque chose, disons-le ainsi, l'Inde rejoignant la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord et de nombreux autres pays. Je pense que l'élément décisif dans tout cela a été l'Inde, la présence de l'Inde. Ils sont allés là-bas, ils ont essayé de se rapprocher de l'Est. Comment as-tu perçu cela? Que se passe-t-il dans l'esprit de ces superpuissances? Disons-le ainsi, dans l'esprit de la Russie, de la Chine et de l'Inde, avec l'Iran. Eh bien, Nima, c'est très intéressant, tu sais, parce que cela ramène toujours à la question de ce que Trump fait réellement. Les États-Unis, ou plutôt l'Empire occidental, courtisent l'Inde depuis une trentaine d'années, plus ou moins. Ils essayent de les rallier à leur camp. Et puis, tu sais, ces dernières années, ils ont formé ce qu'on appelle le Quad. Tu te souviens du Quad? Les États-Unis, l'Australie, le Japon et l'Inde. Et cela devait constituer un important contrepoids à la Chine. Donc, il semblerait que Trump ait vraiment perdu la tête. Ont-ils également pris en compte le Pakistan, ou le Pakistan n'était-il pas si important? Je ne pense pas que le Pakistan faisait partie du Quad. Il me semble que c'était seulement l'Inde, le Japon, l'Australie et les États-Unis, si je ne me trompe pas. Et maintenant, Trump a pratiquement tout envoyé valser, et il a poussé l'Inde dans les bras de la Chine. Donc cela semble contre-productif, à moins de considérer que Trump a peut-être un autre agenda en tête. Parce qu'on a tendance à considérer les pays comme des blocs monolithiques. On dit « les États-Unis font ceci », « les États-Unis font cela ». Mais en réalité, ce ne sont pas vraiment les États-Unis. Ce sont les personnes au pouvoir. Et vous savez, je pense que depuis plusieurs décennies, et j'ai commencé à m'en rendre compte avec, disons, George Bush père, enfin même Ronald Reagan. Vous savez, Ronald Reagan. Vous savez qui était en réalité responsable de la politique étrangère? C'était William Casey, le chef de la CIA, qui était, je crois, un boursier Rhodes. C'était l'un de ces individus ayant des liens très profonds avec Londres. Et puis il y a eu George Bush père, qui, encore une fois, était, d'une certaine manière, d'une façon étrange, redevable à la City de Londres. Vous savez, une vieille famille de banquiers. Ensuite, il y a eu Bill Clinton, un autre boursier Rhodes à Oxford. Et puis il y a eu Barack Obama, qui était, bien, vous savez, puis un autre Bush fils. Ensuite, Barack Obama, dont le mentor politique était Tony Blair, ni plus ni moins que le chevalier de l'Empire britannique. Et puis il y a eu Joe Biden, qui ne savait même pas où il se trouvait, n'est-ce pas? Donc il y avait en quelque sorte un gouvernement de l'ombre en place à Washington. Et c'est ce qu'on a fini par appeler les États-Unis. Et il est vrai qu'il y avait une certaine prévisibilité dans la politique américaine sous ces administrations. Elle était très cohérente et toujours pro-guerre, pro-empire, traitant toujours les autres pays d'une manière assez brutale. Vous faites ce qu'on vous dit, sinon. Et je pense qu'il y a un vrai changement maintenant à la Maison-Blanche avec Donald Trump. Donc, Trump continue effectivement à adopter un style de gestion brutal, mais je pense que le fond est en train de changer. J'ai vu comment les médias interprètent toute cette histoire entre Trump et Modi. Il y a eu des articles affirmant que Trump aurait essayé d'appeler Modi et que Modi refuserait ses appels et lui raccrocherait au nez, et tout cela. Peut-être que c'est vrai, peut-être que ça ne l'est pas, je n'en sais rien. Nous sommes en pleine tempête de manipulation psychologique. Il faut faire attention à ce que l'on croit ou non.
Mais il n'y a eu aucune critique de Trump ou de l'administration américaine à Pékin de la part des participants. Donc ce n'était pas un rassemblement anti-américain. So this wasn't an anti-American gathering. And then there was a meeting between Et puis, il y a eu une rencontre entre Robert Fico et Vladimir Poutine à Pékin, qui a été très intéressante car elle a été largement médiatisée en raison des critiques de Fico à l'égard des politiques de l'Union européenne, ainsi que de l'échange qu'il a eu avec Vladimir Poutine à ce sujet. Mais un point qui est un peu passé inaperçu, c'est que Robert Fico a mentionné que les États-Unis, via la société Westinghouse, construisent une centrale nucléaire en Slovaquie. Robert Fico a déclaré qu'il serait très intéressant pour la Slovaquie que des ingénieurs et des entreprises russes coopèrent sur ce projet avec Westinghouse et la Slovaquie pour cette centrale nucléaire. Vladimir Poutine a répondu que oui, ils seraient très intéressés par ce type de coopération et qu'en fait, ils avaient déjà proposé une coopération similaire à la partie américaine. We have offered similar cooperation to the American side. Maybe he mentioned Westinghouse by name, I'm not sure. Peut-être a-t-il mentionné Westinghouse nommément, je n'en suis pas sûr. Nous avons suggéré une coopération similaire avec la partie américaine concernant la centrale nucléaire de Zaporizhia, n'est-ce pas? Et Poutine a dit que nous étions déjà en discussion sur ce sujet avec la partie américaine. Donc je pense qu'il n'y a pas de... Vous savez, je pense que la priorité numéro 1 est de changer l'architecture de sécurité mondiale et que les États-Unis se dégagent de leurs engagements impériaux où ils agissent essentiellement comme l'hégémon et le policier du monde au nom de la cabale impériale. Ensuite, les États-Unis devraient émerger simplement comme l'une des grandes puissances mondiales et adopter les intégrations multipolaires, ce qui a été explicitement l'objectif de politique étrangère de l'administration Trump. À moins que vous ne pensiez qu'ils mentent à ce sujet, mais je ne vois pas pourquoi ils mentiraient là-dessus. Donc si c'est le cas, alors les États-Unis doivent retrouver leur position de puissance industrielle dans le monde. Si vous voulez commercer avec le reste du monde, vous devez produire quelque chose. Cela ne peut pas se limiter au pétrole, au gaz et au soja. Vous ne voulez pas devenir un Bantoustan, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas être simplement un pays exportateur de matières premières. Et pour que les États-Unis puissent revitaliser et redynamiser leurs industries, ils doivent créer un marché protégé. Ils doivent instaurer des droits de douane. Pour cette raison, ce que Trump a fait et ce qui a toujours été son objectif. Il a pratiquement annoncé que c'est ce qu'il voulait faire. Donc je pense que l'imposition de droits de douane sur sur l'Inde, n'est pas une punition infligée à l'Inde pour avoir commercé avec la Russie. C'est simplement le langage que Trump doit utiliser pour la consommation intérieure, pour la politique intérieure. Car il faut toujours se rappeler que Trump est le président des États-Unis, mais qu'une grande partie du pouvoir aux États-Unis réside au Congrès, le pouvoir budgétaire surtout. Et au Congrès, Trump ne dispose que d'une très faible majorité, donc il doit avancer avec beaucoup de prudence. Et beaucoup de membres du Congrès sont encore profondément ancrés dans la mentalité de la guerre froide, où la Russie est l'ennemi. L'Inde, eh bien, l'Inde ne l'est pas, mais la Chine est l'ennemi. Nous devons les affronter. Nous devons leur montrer à quel point nous sommes déterminés. Et donc, il doit utiliser ce genre de langage. Ainsi, s'il veut instaurer des droits de douane, ce qui constitue une attaque contre le système britannique de libre-échange, il se heurterait à des résistances. Mais s'il enveloppe cela dans un discours du type « Oh, nous allons punir la Russie » et montrer aux Chinois à quel point nous sommes forts, alors tous les applaudisseurs du Congrès s'exclament « Hourra! Regardez comme nous sommes forts ». Je pense donc que c'est la raison pour laquelle Trump semble commettre des maladresses dans cette situation.
the Mais l'échange que je viens de mentionner entre Robert Fico et Vladimir Poutine confirme quelque chose dont nous parlons depuis des mois maintenant, Nima, à savoir que les discussions et la coopération entre l'administration Trump et le gouvernement de Vladimir Poutine sont bien plus étendues que ce que nous savons. Beaucoup de ces discussions et échanges sont secrets. Ils ne sont pas divulgués. Ce qui explique probablement pourquoi, il y a seulement 2 ou 3 semaines, Tulsi Gabbard a déclaré qu'il ne fallait plus partager de renseignements avec la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande concernant nos discussions avec les Russes. Et donc, si c'est le cas, cela suggère, en fait, cela confirme que Trump est sérieux dans sa volonté d'embrasser les intégrations multipolaires. that Trump is serious about embracing the multipolar integrations. And if you're embracing the multipolar integrations, that it doesn't make any sense. Et si vous adoptez les intégrations multipolaires, alors il n'a aucun sens d'antagoniser la Russie, la Chine et l'Inde, car c'est le cœur du processus d'intégration multipolaire. Donc, je pense que Trump fait simplement son habituel dans la sphère des relations publiques, principalement pour la consommation intérieure, et que le vrai jeu se déroule en coulisses, à l'abri des regards, que son administration mène des discussions approfondies avec les Russes, avec les Chinois, probablement aussi avec les Indiens. Quelqu'un leur aura expliqué et dit, écoutez, rien de personnel, nous devons changer nos politiques. C'est comme ça que ça va se passer. Ne faites pas attention à nos communiqués de presse, à nos conférences de presse, à tout le discours agressif. Nous sommes, vous savez, nous sommes à bord, nous sommes avec vous. We are, we're on board, we're with you. And, Trump got the opportunity to... Et vous savez, Trump a eu l'occasion de dire quelque chose d'antagoniste envers les Chinois et envers toute la parade en Chine il y a 2 jours mardi, lors de la conférence de presse dans le bureau ovale, où un journaliste a demandé « Oh, n'êtes-vous pas inquiet de cette grande démonstration de force des Chinois ?» Et il a répondu « Non, absolument pas. J'ai une excellente relation avec Xi Jinping, et les Chinois ont besoin de nous. » Et puis, bien sûr, Trump ne peut pas s'en empêcher. Il a donc ajouté que les Chinois ont plus besoin de nous que nous d'eux, et que la seule raison pour laquelle ils ont organisé cette parade militaire, c'est parce qu'ils espéraient qu'ils la regarderaient. C'est Trump qui reste fidèle à lui-même, malheureusement. Mais je pense que la véritable substance de ce qui se passe en coulisses est, selon moi, une bonne nouvelle et des développements positifs. I would say good news and positive developments. Alex, je pense que l'un des principaux messages, l'un des points essentiels venant de la Chine, et que Xi nous l'a dit lors du jour de la victoire, c'est que la nation chinoise est une grande nation qui ne se laisse jamais intimider par les brutes, qui accorde toujours de la valeur à l'indépendance et qui va de l'avant. Aujourd'hui, l'humanité doit à nouveau choisir entre la paix et la guerre, le dialogue et la confrontation, la coopération gagnant-gagnant et le jeu à somme nulle. Et nous avons eu Donald Trump qui a commenté ce qui s'est passé en Chine et ses remarques sur le défilé militaire chinois. Voici ce qu'il a dit, Alex. Mets-le à l'écran. Je pense, Alex, qu'après tout, ce qui se passe en Chine, ce qui s'est passé en Chine, est une préoccupation pour le complexe militaro-industriel aux États-Unis. Voici ce qu'a dit Donald Trump. J'ai trouvé que c'était une belle cérémonie. J'ai trouvé cela très, très impressionnant. Mais j'ai compris la raison pour laquelle ils le faisaient. Ils espéraient que je regardais et je regardais. Ma relation avec eux tous est très bonne. Nous allons voir à quel point elle l'est au cours de la semaine ou des 2 prochaines semaines. Je pense que nous avons beaucoup aidé la Chine, comme vous le savez, lorsqu'ils parlent de liberté. Et je ne crois pas que, et peut-être que je me trompe, j'espère me tromper, mais je ne crois pas que l'Amérique, que les États-Unis aient été reconnus pour avoir aidé la Chine à obtenir sa liberté. Mais c'était peut-être juste un tour de passe-passe. Je veux dire, j'ai été très surpris. J'ai regardé le discours hier soir. Le président Xi est un ami à moi,
Mais je pense que les États-Unis auraient dû être mentionnés hier soir pendant ce discours. Brighté nishu tu beaucoup aidé la Chine. We help China very, very much. Et selon moi, le point principal n'est pas que la Chine se prépare ou s'apprête à attaquer qui que ce soit. Ils essaient de montrer à tout le monde sur cette planète qu'ils sont prêts à se défendre, à défendre ce qu'ils possèdent et ce qu'ils cherchent à développer, ce qui concerne avant tout la technologie et les liens économiques. On voit différentes sources de pression s'exercer sur le président des États-Unis, car on peut imaginer à quel point il subit la pression de l'establishment. Well, Nima, until Trump. Eh bien, Nima, tu sais, jusqu'à ce que Trump prenne le pouvoir à la Maison-Blanche, les préparatifs de guerre contre la Chine étaient en plein essor. Ce n'était même pas du genre « Oh, si nous ne pouvons pas éviter une guerre contre la Chine, alors il faut s'y préparer. » Non, il se préparait activement à une guerre contre la Chine. C'était tout l'objectif du Quad. Nous avions des déclarations officielles de militaires américains à Taïwan qui disaient qu'ils préparaient le terrain pour la guerre exactement comme ils l'avaient fait en Ukraine. Donc je pense que l'attitude et l'état d'esprit d'hostilité envers la Chine sont toujours très présents au sein de la classe politique américaine. Je pense que cette guerre a été planifiée non pas parce que quelqu'un avait, comment dire, des illusions de pouvoir la gagner. Mais vous savez, les empires ne mènent pas des guerres parce qu'ils pensent qu'ils vont les gagner. Ils mènent des guerres pour les faire durer, car cela maintient une certaine cohésion de la société à l'intérieur du pays. Vous savez, il y a un grand, méchant ennemi extérieur qu'il faut combattre. Et alors, on peut expliquer tous les problèmes de la société. L'infrastructure qui se dégrade, le système de santé en déclin, le niveau de vie, la crise économique, l'inflation. Tout cela, on peut ensuite le mettre sur le dos de la Chine. Voilà pourquoi il faut cette guerre. Et donc je pense qu'il y a des intérêts puissants et bien établis aux États-Unis qui veulent encore désespérément cette guerre. Ainsi, pour que Trump oriente désormais la politique loin de la guerre et vers un tout nouveau type de politique étrangère, c'est délicat et compliqué. Je pense qu'il doit naviguer cette voie avec beaucoup de prudence. Et encore une fois, il faut garder à l'esprit que le combat le plus important que Trump mène se situe en réalité sur le front intérieur. Parce qu'en ce moment, il a la majorité au Sénat, la majorité à la Chambre et la Maison-Blanche. Très bien. Mais cette majorité est très mince et elle pourrait disparaître très facilement. Et en plus de cela, même parmi les républicains. Donc on parle d'une majorité républicaine. Mais tous les républicains ne sont pas fidèles à Trump, et beaucoup d'entre eux lui sont en réalité déloyaux. Vous savez, ils n'hésiteront pas à le trahir s'ils en ont l'occasion. Donc je pense que les gens ont des attentes exagérées. Ils pensent que, vous savez, Trump devient président, il est élu, il entre à la Maison-Blanche, puis il claque des doigts et tout se réorganise comme il le souhaite. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous savez, nous avons tous vu à quel point la majorité du Congrès américain est sous l'influence de l'AIPAC. Vous savez, le député Massey a expliqué que pratiquement tout le monde, sauf lui et peut-être une autre personne, a un superviseur de l'AIPAC. Il les appelle plusieurs fois par jour pour vérifier comment ils votent, comment ils sont informés, quelles sont leurs priorités. Nous avons vu que de nombreux membres du Congrès, devant leur bureau, affichent des drapeaux israéliens et des pancartes disant « Je soutiens Israël »,« Je suis avec Israël », des choses comme ça. Ce sont donc des réalités qui précèdent l'administration Trump. C'est un système qui a été mis en place, renforcé et enraciné depuis des décennies maintenant.
Ce n'est pas une chose simple à changer du jour au lendemain. Ainsi, je vois beaucoup des coups d'éclat de Trump comme peut-être des moyens de naviguer dans ce champ de mines complexe. Je ne sais pas pourquoi Trump doit adopter cette manière brutale et vulgaire de communiquer, mais il a été dans les médias, il a fait du show business. Peut-être que ça fonctionne dans la culture américaine. Peut-être qu'être un sage taoïste et parler en concepts complexes et abstraits ne fonctionne pas aussi bien. Je ne sais pas. C'est agaçant, c'est irritant, c'est douloureux et embarrassant à regarder. Mais jusqu'à présent, je dois dire que si l'on compare la situation actuelle à celle d'il y a 7 mois, je pense que le monde est dans un état bien meilleur. Je pense que le risque d'une troisième guerre mondiale est bien plus faible. Et je pense aussi que le risque que les États-Unis déclenchent une guerre contre la Chine est également bien plus faible. Et je pense que cela tient peut-être en partie à l'éviction de l'Inde du Quad, la poussant dans les bras de la Chine, ce qui dissipe en quelque sorte cette hostilité, tout ce dispositif conçu pour une guerre future. Maintenant, je ne sais pas si c'était une politique délibérée de la part de Trump, mais c'est l'effet que cela a eu. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Vous vous souvenez que le chef de l'armée américaine au Japon, sous l'administration Biden, avait déclaré qu'il se préparait à combattre la Chine d'ici 2025. Il parlait littéralement de la prochaine administration à venir, et il pensait peut-être que Kamala Harris gagnerait, et ils avaient tous ces plans préparés. Mais il semble que Donald Trump, ce qui est vraiment étonnant chez lui, et que j'apprécie vraiment, c'est qu'il est honnête d'une manière positive. Il n'essaie pas de minimiser ce qu'il observe. C'est un bon point de la part du président des États-Unis, d'apprécier ce à quoi il est confronté. Dans le cas de l'Iran, il a fait la même chose, je m'en souviens. Il a dit, vous savez, qu'il n'essaie pas de diminuer la Russie ou la Chine. Je dirais l'Inde aussi. Mais il semble que l'Inde ait le sentiment que les États-Unis sont prêts à sacrifier l'Inde au nom de ce qui se passe, ou au nom de l'establishment aux États-Unis. Je ne parle pas seulement de Donald Trump lui-même, car il se passe beaucoup de choses à Washington. Beaucoup de gens, l'administration Trump était littéralement divisée en 2, 3 ou je ne sais pas, 4 factions, et ils communiquent entre eux. Mais le résultat pour l'Inde est en quelque sorte déroutant. Qui sommes-nous pour les États-Unis? Vont-ils rester à nos côtés si nous les soutenons? Ce sont de vraies questions dans l'esprit du gouvernement indien. Honnêtement, Nima, je ne saurais pas dire comment ces choses sont perçues par le gouvernement indien. Et évidemment, la plupart des gens les percevront de la manière dont les médias grand public les présentent. La logique du pouvoir veut qu'il y ait toujours une sorte de cercle restreint de sages qui élaborent la politique étrangère. Donc il y aura Narendra Modi, probablement Jai Shankar, le ministre des Affaires étrangères, et peut-être quelques autres personnes. Je pense qu'ils connaîtront la vérité, mais qu'ils ne la divulgueront pas. Ils se contenteront d'avancer avec les réalités qui s'imposent à eux. Ils devront inévitablement laisser les récits se former comme ils doivent l'être. Je pense vraiment que les États-Unis, l'administration Trump, font face à l'équation la plus complexe de toutes. La marge de manœuvre de Trump est bien plus risquée que celle de l'Inde, de la Russie, de la Chine ou de l'Iran. Ces pays ont un leadership clair. Ils ont une direction claire. Ils s'opposent à l'Empire occidental, à ce qu'on appelle l'ordre mondial fondé sur des règles. Et ils ont une légitimité à cet égard. Ils bénéficient du soutien de leur population, et ils ont probablement aussi le soutien de la majorité de la population mondiale, dans ce sens. Mais Trump, lui, a une maison profondément divisée.
Et vous savez, cela fait suite à des décennies et des décennies où les États-Unis ont été utilisés comme le bras armé militaire de l'Empire occidental. Les personnes les plus puissantes aux États-Unis sont celles qui ont servi cette cause. Tout le monde des affaires, le complexe militaro-industriel, l'agro-industrie, les grandes entreprises pharmaceutiques. Tout cela s'est développé progressivement autour de cette politique étrangère. Cela est évident depuis des décennies, car déjà, Che Guevara disait célèbrement « Je vous envie, vous les Américains, parce que vous menez le combat le plus important de tous, car vous vivez dans le ventre de la bête. » Et c'est vraiment vrai. Et je pense que c'est désormais la mission de Trump. Trump's assignment. The more I look, it's been 7 months now. Plus j'y réfléchis, ça fait maintenant 7 mois, plus j'ai tendance à croire Trump. Et je ne l'absous pas de ses maladresses et de ses erreurs, parce qu'il en a commis un certain nombre, et des grosses. Mais je pense que lorsqu'ils disent « Nous voulons mettre fin à l'Empire », « Nous voulons adopter l'intégration multipolaire », « Nous voulons mettre fin aux guerres », je crois qu'il est sincère à ce sujet. C'est juste qu'il n'est pas l'empereur des États-Unis. Il y a un congrès. Il y a des centaines et des centaines de lobbyistes à Washington. Il existe des intérêts corporatifs très très puissants qui ont beaucoup à perdre. En plus de ces questions géopolitiques, on voit aussi ce qui se passe avec l'administration qui s'attaque à Big Pharma. C'est un gros combat. Et puis Trump, si l'on remonte au début de son administration, a déclaré qu'il voulait réduire de moitié le budget militaire américain. Eh bien, cela allait mécontenter beaucoup de gens dans le complexe militaro-industriel. Ensuite, il voulait éliminer les armes nucléaires. Il voulait mettre fin aux obligations vaccinales. Il voulait supprimer les subventions à la grande agriculture. Il voulait rendre l'Amérique à nouveau saine, ce qui allait sérieusement contrarier les intérêts de l'industrie agroalimentaire et agricole. C'est donc un programme très très ambitieux. Mais il me semble, après 7 mois d'observation, non pas de la rhétorique, ni des déclarations publiques ou des communiqués de presse, mais des politiques réelles, que l'administration est sincère et qu'elle essaye vraiment de changer la trajectoire des États-Unis. Je pense qu'au fond, il faut être honnête avec nous-mêmes à propos de la Chine, de la Russie et de l'Inde, même de l'Iran, parce que ces pays sont tellement interconnectés. Regardez l'Inde, la Chine est son voisin, et l'Inde a un lien économique très important avec la Russie. Vous savez qu'ils ont importé plus de pétrole russe qu'avant, passant de 10% à 41%. C'est énorme, ce qui se passe en Inde. L'Inde ne peut pas ignorer cela, Alex. On ne peut pas détacher l'Inde de ce qui se passe dans la région. Et je ne sais pas, qu'attendent-ils de l'Inde, à ton avis? Qu'attendent les États-Unis de l'Inde? Quelle serait la meilleure situation pour l'Inde d'être d'une certaine manière liée à l'Est, plus proche de l'Est, mais au final travailler avec les États-Unis? Que penses-tu de la façon dont Washington considère l'Inde? How do you feel about the way that Washington wants India? I don't know, to be honest, Nima. Je ne sais pas, pour être honnête, Nima. Je pense que l'Inde doit s'adapter au changement. Et je pense que l'Inde s'est retrouvée dans cette position précisément parce que les administrations précédentes avaient un agenda pour l'Inde. Ils la voulaient comme alliée. L'Inde compte 1,4-1,6 milliard d'habitants. Ça fait beaucoup d'hommes en âge de servir dans l'armée. Donc, si vous voulez aller détruire la Chine, vous n'allez pas le faire avec des troupes de Singapour, du Japon ou de l'Australie. Il faut de très grandes armées. L'Inde a aussi joué un rôle dans cette dynamique. Donc c'est maintenant le temps de l'ajustement. Trump a fait des ouvertures amicales envers la Russie. Trump a fait des ouvertures amicales envers la Chine, envers la Corée du Nord. Je pense qu'il n'y a aucune raison pour que Trump ne fasse pas d'ouverture amicale envers l'Inde. Et je pense qu'ils seront capables de surmonter leurs différends.
mais savoir si l'administration Trump a des attentes particulières envers l'Inde ou, vous savez, veut lui imposer un rôle régional, je ne peux pas le dire. Je ne sais vraiment pas. I can't say. I genuinely don't know. We had Armenia and Azerbaijan. Nous avons vu l'Arménie et l'Azerbaïdjan être invités en Chine et l'Iran discuter avec la Turquie de la situation dans la région. Je suis certain que la Chine, je ne sais pas, car la Chine ne se limite pas à la Russie et à l'Iran, et la sécurité de la région concerne aussi la Chine, ainsi que l'initiative, la ceinture et la route. Vous savez, la situation est bien plus complexe que la façon dont on parle de la sécurité. La manière dont l'Iran perçoit sa frontière nord et comment Israël les a utilisés pour attaquer l'Iran. Mais cela reste un détail mineur face à l'ensemble de ce qui se passe là-bas. Comment voyez-vous ces deux pays et la façon dont la Chine, je dirais, a essayé de les intégrer dans ses calculs? Ou peut-être ont-ils eu des discussions lors de la réunion qui s'est tenue en Chine? Désolé, juste pour être sûr de bien comprendre, parlez-vous de l'Iran ou de l'Azerbaïdjan? Seismiets de l'Azerbaïdjan. L'Arménie et l'Azerbaïdjan. Oui, Yeah, that's interesting, Nima. Well, Oui, c'est intéressant, Nima. Eh bien, tu sais, je pense que l'Azerbaïdjan va devoir descendre de son piédestal et s'adapter aux changements qui se produisent sur le continent eurasiatique. Tout d'abord, je pense qu'ils se mettent dans une position similaire à celle de l'Ukraine. D'une certaine manière, ils se mettent en danger d'être détruits. Je crois aussi que l'Azerbaïdjan n'est pas particulièrement bien placé pour provoquer ni l'Iran ni la Russie. Car si c'était le cas, si c'était une carte forte à jouer, alors les puissances occidentales l'auraient déjà joué, et ce depuis longtemps. Mais ils ont commencé par l'Ukraine. C'était leur carte la plus forte. Quand cela a commencé à échouer, ils ont ouvert un nouveau front au Moyen-Orient. Cela ne s'est pas déroulé comme ils l'espéraient. Et maintenant, cela ressemble à une tentative désespérée. On voit déjà que l'Azerbaïdjan commence à se retirer. Et puis l'Arménie, c'est vraiment étrange, parce que le président de l'Arménie est lui aussi complètement sous l'influence des mondialistes. Mais encore une fois, c'est un autre dirigeant qui n'a aucune légitimité. Je ne sais donc pas combien de temps il pourra tenir et continuer avec ses politiques fondamentalement autodestructrices pour l'Arménie. C'est presque comme, non, ce n'est pas presque. C'est exactement comme la Moldavie sous Sandu. Je pense qu'ils ont déjà perdu leur légitimité et que ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'ils ne soient obligés de s'adapter aux changements ou qu'ils ne soient balayés du pouvoir. cela vous a-t-il surpris qu'il n'ait pas parlé de l'Ukraine? Non, pas du tout. Non, l'Ukraine, c'est fini. L'Ukraine, c'est une affaire réglée. Et je pense que le monde entier, tous ceux qui ne consomment pas le récit des médias grand public occidentaux, comprennent ce qui s'y passe et soutiennent la Russie. Et c'est normal, c'est du bon sens et c'est évident. C'est juste qu'en Occident, vous savez, nous sommes submergés par la propagande. Donc nous pensons que l'Ukraine a quelque chose à voir avec la liberté, la démocratie, les droits de l'homme et toutes ces belles choses qui en réalité sont complètement fausses. Parce qu'après tout, nous voyons les Européens, il me semble à mon avis qu'ils pensent pouvoir continuer avec le dossier ukrainien. In my opinion, that they can continue with the case of Ukraine. And as we talk, there is a meeting that Pendant que nous parlons, il y a une réunion, une sorte de discussion entre la France, l'Allemagne et l'Ukraine. Que veulent-ils à ce moment précis? Je ne sais pas si vous avez vu la carte accrochée au mur derrière eux, mais elle montre toute la partie orientale de l'Ukraine. Non seulement les 4 oblasts déjà intégrés à la Russie, mais aussi Odessa, Nikolaïev et jusqu'à Kharkov, tous représentés comme faisant partie de la Russie sur la carte.
they're all part of Russia on the map. You know, Nima, I have to say, I did see that. And I have to Tu say, sais, I Nima, suspect that that's all je dois dire que j'ai vu ça. because Et je dois dire que je soupçonne aussi que c'est une opération psychologique. Parce que je pense que pour la Russie, la question centrale est de savoir si le gouvernement à Kiev va se réaligner avec Moscou, redevenir un État ami, neutre, ou s'il va rester un vassal loyal de l'Occident. Cela change tout. Si le gouvernement à Kiev se réaligne avec Moscou, alors avec le temps, il deviendra comme la Biélorussie aujourd'hui, presque comme une partie autonome de la Russie, complètement dans la sphère d'influence russe. Et alors, bien sûr, les Russes auront un grand contrôle sur le gouvernement ukrainien et ils pourront neutraliser les menaces à leur sécurité sans avoir à conquérir militairement l'Ukraine. without having to conquer Ukraine militarily. And at that point, which is maybe some years into the Et à ce moment-là, qui pourrait survenir dans quelques années, je ne vois pas de réelle différence entre atteindre cet objectif par la conquête militaire ou simplement en s'assurant qu'il y ait un changement de gouvernement à Kiev et que le nouveau gouvernement vous soit loyal. La conquête militaire est toujours bien plus coûteuse. Donc si on peut l'éviter, on le souhaite. Donc, afficher la carte de cette façon, à la vue de tous, j'ai pensé que c'était une opération psychologique pour une raison quelconque. Et évidemment, ça a fait exploser la tête de tout le monde en Occident. Peut-être que ce n'était qu'une blague. Qui sait? Maybe it was just a prank, who knows? Maybe they want to have that Peut-être part of Ukraine qu'ils veulent que cette partie de l'Ukraine soit entièrement gouvernée par la Russie. governed by Je ne parle pas de capturer la zone tampon dont vous parlez, Odessa et Nikolaïev, en remontant jusqu'à Kharkov, et de la considérer comme une zone tampon, mais d'obtenir une certaine autonomie, une forme d'autogouvernance. Cela pourrait être l'avenir envisagé par les Russes. That may be the future in the mind of Russians. Well, yes, I think so, but you see, if you Eh bien, go by the oui, means je le of pense. military conquest, Mais vous voyez, si vous passez par la conquête militaire, il va falloir beaucoup plus de combats. Vos troupes devront entrer, disons, à Zaporizhia, Kharkiv, Odessa, et dans tous ces endroits. Et ensuite, vous devrez toujours compter sur les structures locales du gouvernement pour mettre en œuvre certaines politiques que vous souhaitez, afin que l'Ukraine ne soit plus une menace pour vous, qu'elle devienne une nation coopérative, neutre, qui ne rejoigne pas l'OTAN, qui n'accueille pas de troupes étrangères, qui n'acquiert pas de missiles nucléaires, qui n'installe pas de bases de lancement de missiles américains, et ainsi de suite. Vous devez toujours passer par le gouvernement local pour cela. La seule chose qui change, c'est que si vous vous contentez, disons, de changer le gouvernement à Kiev, le même résultat se produit, mais sans que vos troupes aient à entrer à Odessa, Kharkiv et tout le reste. but without your troops having to go into Odessa and Kharkov and all of this. So you're going after Donc, the same en gros, vous objective. poursuivez le même objectif et vous allez devoir utiliser les mêmes moyens. La seule différence avec la conquête militaire, c'est que vos troupes vont entrer en premier et exercer une pression sur les gouvernements locaux. Si les troupes n'entrent pas en premier, vous allez exercer une pression sur les gouvernements locaux via le gouvernement central, mais vous arriverez au même résultat. Évidemment, la conquête militaire pourrait être plus rapide, mais elle est plus coûteuse. Elle coûte des vies. Elle provoque la destruction du pays. D'une manière ou d'une autre, vous serez responsable de la reconstruction. Donc je ne sais pas, mais il me semble que les Russes ne sont pas particulièrement enclins à la conquête militaire et à faire la guerre. Mais je pense qu'ils cherchent à prendre le contrôle de l'Ukraine. I think they are after taking control of Ukraine. Here is Voici ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'OTAN à propos de la Chine, Alex. China. La Chine investit massivement pour renforcer et moderniser son armée. Ses industries de défense produisent des armes et du matériel militaire lourd à un rythme remarquable, je dirais même stupéfiant. Et ce n'est pas seulement pour parader lors des grands défilés militaires à Moscou ou, comme hier, à Pékin, mais pour exercer une influence de manière agressive, tenter de remodeler l'ordre mondial
et saper notre liberté et notre sécurité. Voilà ce qui est en jeu. So, Well, thank Eh bien, merci pour cela, Nima. you know, he's just putting Vous out savez, the il ne fait que facts, présenter but les faits. at the end, he's Mais à la also fin, somehow il essaie d'une certaine manière de dire que ce qu'ils font est agressif, parce qu'ils réduisent notre domination. C'est le problème, je pense, auquel la Russie, la Chine et l'Iran sont confrontés actuellement avec l'Occident. Ils ne veulent pas que ces derniers dominent la région. La Russie ne veut pas que les États-Unis soient en Ukraine, ne veut pas que les Européens soient en Ukraine, ni que des armes de l'OTAN s'y trouvent. Et même au Moyen-Orient, ils ne veulent pas. Les États-Unis peuvent améliorer les liens économiques avec les pays de la région. Mais au final, lorsqu'il s'agit de sécurité, c'est beaucoup plus sensible pour eux. Yes, absolutely. But NATO Oui, absolument. has a different role. Mais vous savez, l'OTAN a un rôle différent. Toute sa raison d'être est d'être le garant de la sécurité dans un monde où il existe deux blocs opposés. Et c'est essentiellement une forme de protection. Donc s'il n'y a plus de monde bipolaire ou tripolaire, si cela disparaît, si cela se dissipe, alors ils perdent complètement leur pertinence. Et donc bien sûr, ils veulent maintenir cette polarisation, ces blocs divisés et hostiles les uns envers les autres, parce que cela rend Mark Rutte important. Cela rend le général Ben Hodges, Richard Dearlove et tous ces serviteurs du pouvoir occidental très pertinents, importants et influents. Western power, it makes them very relevant and important and tough. But this is going away. This is all really, Mais tout cela est en train de disparaître. Tout cela est vraiment en train de disparaître. Et ce n'est pas seulement parce que la Russie, la Chine, l'Iran, les BRICS, l'OCS et le Sud global se réorientent loin de l'empire occidental. Ce n'est pas non plus uniquement parce que les États-Unis changent de cap politique. C'est aussi parce que tout le concept de l'OTAN et leur doctrine militaire deviennent très obsolètes. Donc, même si on les considère sous leur meilleur jour, même si on les prend pour des armées viables dotées d'armes puissantes et efficaces, ils sont devenus obsolètes. Ils ressemblent désormais à une force de combat du siècle dernier, qui n'est plus capable de vaincre qui que ce soit, ou presque. that can no longer defeat anybody pretty much. Let's remember that it was 5 years ago. Vous savez, rappelons-nous qu'il y a 5 ans, non, il y a 4 ans, le 27 août, en août 2021, les États-Unis ont dû se retirer d'Afghanistan, la queue entre les jambes, après 20 ans à essayer de soumettre les talibans. Avec tout leur armement, tous leurs drones, toute leur technologie, tout l'argent qu'ils ont dépensé là-bas, ils ont tout de même été vaincus. Et ensuite, ils ont été défaits par les Yéménites en mer Rouge. Donc vous voyez, et maintenant on parle de l'OTAN, avec les États-Unis pas vraiment aussi engagés dans l'alliance. Je pense qu'ils s'accrochent à n'importe quoi pour rester pertinents. Et je pourrais en dire autant de Friedrich Merz et du mini-Napoléon Macron. Mini Napoleon Macron. They're meeting with Zelensky. They're going to be. Vous savez, ils rencontrent Zelensky, ils vont publier des déclarations et des platitudes, et ils vont parler d'intégrité, de souveraineté, de démocratie, de liberté, de toutes ces choses. Mais en réalité, ils essayent juste de rester sur la carte. Ils essayent de rester pertinents. Macron, selon les derniers chiffres, aurait, soi-disant, un soutien public de 15%. Je ne sais même pas si ce chiffre est vrai parce que, vous savez, je vis à Monaco. Dans le sud de la France, je ne connais personne qui soutient Macron. Donc je ne sais pas qui ils ont sondé. Peut-être qu'ils ont interrogé le cercle familial proche de Macron. Mais même avec ça, ce sont des dirigeants extrêmement impopulaires. Ils n'ont aucune légitimité auprès du peuple. Et Merz non plus, tout le monde le déteste. Et c'est pareil pour Starmer. Donc, tous ces pouvoirs qui s'opposent à la Russie, à la Chine, aux BRICS, à l'intégration multipolaire et qui d'ailleurs détestent aussi Trump, vous savez, parce que si vous écoutez ce qu'ils disent, ils font des courbettes à Trump, mais ils ne l'aiment pas.
Ils sont tous extrêmement faibles et ils sont illégitimes et ils vivent vraiment sous l'ombre d'une révolution. Et je pense que c'est pour cela que nous voyons une censure de plus en plus agressive en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France et ailleurs en Occident. Vous voyez des choses comme l'introduction des identités numériques et des MNBC parce qu'ils savent que leur système est en train de se désintégrer. Et je pense qu'ils comprennent que la seule façon de se sauver serait de réussir à nouveau à exciter tout le monde contre un ennemi extérieur, d'envoyer tous les hommes à la guerre. Vous savez, les hommes en âge de combattre, tout le monde à la guerre. Et puis, on peut dire, genre, eh bien, vous savez, oui, l'économie est pourrie, mais c'est pas de notre faute, c'est les Russes. Et vous savez, vos économies ont disparu à cause de l'hyperinflation. Eh bien, c'est la faute des Russes. Et vous n'arrivez pas à obtenir un rendez-vous chez le médecin. Eh bien, vous savez, il faut soutenir les gars au front. Et il n'y a pas de nourriture dans les magasins et pas de médicaments dans les pharmacies. Eh bien, vous savez, c'est le sacrifice collectif. On doit tous soutenir l'effort de guerre. Donc, ils se sauveraient eux-mêmes. Mais la guerre n'a en quelque sorte pas lieu. Et donc, ils paniquent. Et je pense que tout le reste n'est qu'une question de gestion du récit. Et c'est, je crois, ce qu'ils font maintenant. Alex, quel est le résultat? Vous avez mentionné la guerre en Afghanistan, le conflit entre les Yéménites et les États-Unis sous l'administration Trump, ainsi que le cas de l'Ukraine qui entre en ligne de compte. Qu'est-ce que cela signifie? Comment ces conflits peuvent-ils se traduire dans la politique étrangère américaine en ce qui concerne le Venezuela et le Moyen-Orient? Parce que je crois littéralement que Netanyahou, au final, attaquerait à nouveau l'Iran pour sa propre survie, à cause de ce qui se passe en Israël. Peu importe. En Israël, on parle du fait que Gaza pourrait devenir l'Afghanistan des Israéliens. Et Netanyahou se trouve dans une situation politique désespérée en Israël. Comment voyez-vous ces discussions et ces facteurs entrer dans leurs calculs? Si vous souhaitez parler un peu d'Israël, n'hésitez pas. Mais dans l'ensemble, comment Trump interprète-t-il toutes ces informations qui parviennent à l'administration concernant le Venezuela et le Moyen-Orient? D'accord, donc pour commencer par Israël, je pense qu'Israël est une cause perdue. C'est une catastrophe annoncée au ralenti qui finira par être fatale. Je ne comprends même pas comment les membres du cabinet de Benjamin Netanyahou fonctionnent. Je pense qu'ils sont tous délirants et psychotiques parce qu'ils parlent du grand Israël. Ils sont en guerre contre tout le monde et ils se préparent à affronter la Turquie. Ils ont déjà déclaré à plusieurs reprises que la Turquie est désormais leur principale menace, même une menace plus grande que l'Iran. Donc, ils se préparent à cette guerre. Et ils disent qu'ils devront, oui, bien sûr, il faut encore une fois, aller en guerre contre l'Iran, qui pourrait littéralement les rayer de la carte. Donc, je suis vraiment perplexe. Mais le problème, vous savez, pour Trump, c'est d'essayer de trouver comment éviter cette guerre. Parce que, vous savez, s'il y a une nouvelle confrontation entre Israël et l'Iran, il est très difficile d'imaginer comment Trump pourra éviter de venir au secours d'Israël. Ce sera compliqué. Nous verrons ce qui se passera. En ce qui concerne le Venezuela, je pense que c'est encore un coup de bluff. Trump a envoyé une petite flottille de navires et 4000 marines, si je ne me trompe pas, 4000. Je pense qu'environ la moitié d'entre eux sont, vous savez, des soldats qui restent sur les navires, l'équipage de ces navires, ce qui signifie qu'il n'y a que 2000, peut-être la moitié de ce nombre, qui pourraient réellement débarquer au Venezuela, aller à Caracas et changer le régime. C'est complètement absurde. C'est une plaisanterie.
Caracas se trouve à 1000 mètres d'altitude et il y a une grande montagne qui sépare Caracas de la côte. Il n'y a qu'une seule route reliant le littoral à Caracas. Alors, comment pourrait-on même rêver de changer de régime au Venezuela avec 2000 marines? Vous savez, c'est encore une de ces situations où la mesure politique de Trump est tellement stupide, tellement insensée, qu'elle ne peut pas être ce qu'elle semble être. Donc, je considère ça comme un coup de communication, et nous verrons bien. Peut-être qu'ils renforceront leur présence, et peut-être qu'ils enverront des renforts. Et peut-être que s'ils amènent 200 000 marines dans les Caraïbes et les préparent à lancer une invasion du Venezuela, cela ressemble davantage au type de force dont on aurait besoin. Mais peut-être que même cela ne suffit pas. Vous savez, le Venezuela n'est pas un terrain plat, comme entre l'Ukraine et la Russie. Ce n'est pas une plaine où l'on peut simplement avancer. C'est une grande montagne qui s'élève très haut. C'est très escarpé, avec une végétation pratiquement tropicale, puis cela descend vers Caracas. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils veulent simplement prendre les installations pétrolières du lac de Maracaibo. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, tout cela ressemble à une mise en scène, car sinon, c'est tout simplement trop stupide pour qu'on perde du temps à s'en inquiéter. Nous savons que la Russie, la Chine et l'Iran sont en contact étroit avec le Venezuela. Comment voyez-vous leur réaction? Si un événement d'une telle ampleur se produit, si une attaque massive des États-Unis a lieu, comment pensez-vous que ces pays réagiraient? Vont-ils simplement rester silencieux et observer ce qui se passe, ou vont-ils agir? Eh bien, je sais que la Chine et la Russie ont déjà toutes deux une coopération militaire assez poussée avec le Venezuela. Je ne sais pas quel type d'armement ils ont échangé. Je pense qu'ils ont probablement fourni certains types d'armes aux Vénézuéliens. Je n'en ai pas la certitude, mais je m'attendrais à ce que l'une des principales choses qu'ils aient à fournir soit des systèmes de défense antiaérienne. Parce que s'il y avait une invasion, la première chose à faire serait d'imposer une zone d'exclusion aérienne et de contrôler l'espace aérien. Et donc, si le Venezuela disposait de systèmes antiaériens russes ou chinois, cela rendrait très difficile, dangereux et risqué pour les Américains de tenter d'imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus du Venezuela. Je m'attends donc à ce que cela soit déjà fait dans une certaine mesure, ce qui suggérerait encore une fois que toute cette histoire d'envoyer une toute petite flotte de forces américaines sur les côtes vénézuéliennes n'est qu'une mise en scène, peut-être même une diversion à usage interne. Mais il faut qu'on en ait le cœur net, car il est certain qu'il ne se passe rien avec 2000 ou 4000 soldats. Donc, on verra bien. Je crois, n'ont-ils pas déjà fait volte-face et commencé à s'éloigner du Venezuela? Il me semble avoir lu quelque chose à ce sujet. Je n'ai pas vu cela. Je ne vois que des escalades. Parce que ce qui est si étrange, Alex, pour moi, parce que les États-Unis, en ce moment précis, font face à d'énormes problèmes. Au cours des 3 dernières années, le dollar a perdu 50% de sa valeur par rapport à l'or. Vous savez, c'est énorme pour les États-Unis. Ce qui se passe avec le dollar et la manière dont il pousse ces pays, on parle de l'Inde, de la Chine, de la Russie, de l'Iran ensemble, ce que Donald Trump, à mon avis, n'était pas prêt à faire avant d'arriver au pouvoir, avant d'être élu. Parce qu'il en a parlé. Il a dit, pourquoi avons-nous besoin que l'Iran et la Russie soient nos ennemis? Nous sommes en train de détruire la puissance du dollar. C'est une approche totalement opposée. Et ils vont au Venezuela. Je ne sais pas si ce sera aussi énorme que le Vietnam, mais ce sera énorme pour l'économie américaine si vous allez dans cette direction. Parce que les Vénézuéliens
ne vont pas se rendre et dire « Venez et prenez tout ». Ils vont se battre. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. I agree. And that's exactly Ouais, why ouais. have a hard time believing Eh bien oui, that it- je suis d'accord. that, you know, like the- Et c'est justement pour ça que j'ai du mal à croire que ce soit même ça. Otherwise, it's just Ça doit être une sorte de coup monté, really so parce que sinon, c'est juste trop stupide. C'est vraiment tellement profondément idiot qu'il faudrait croire que Trump est un parfait crétin, ou que les gens dans son gouvernement qu'il conseille le sont, ou alors que c'est une diversion, que c'est vraiment un coup monté. Et j'ai beaucoup de mal à croire que les gens de l'administration Trump soient des idiots, parce que je pense qu'il est entouré de gens plutôt intelligents. Et bien sûr, je sais que la pression du cartel bancaire et des grandes compagnies pétrolières serait « OK, allez nous chercher le Venezuela ». would be okay, go get Venezuela for us. You know, we want to take Venezuela. Vous savez, on veut s'occuper du Venezuela, mais ça s'est déjà produit lors de son premier mandat, je crois en 2017 ou quelque chose comme ça. Oui, et Trump est sorti en tenant un discours musclé sur le Venezuela. Ah oui, on va changer le régime et Maduro doit partir. Et vous savez, Juan Guaido est le meilleur gars et c'est le vrai président. Mais il ne s'est rien passé. Trump a confié les opérations de changement de régime au Venezuela à Elliot Abrams et John Bolton. Elliot Abrams, vous savez, il était très en vue lors de l'affaire Iran-Contra dans les années 80, non? Et puis il a disparu. Je ne savais même pas qu'il existait encore. Et John Bolton, vous savez, Trump lui-même pense que c'est la personne la plus stupide qu'il ait jamais connue, non? Donc, vous voyez, si Trump s'est lancé dans ce projet, du genre, changeons le régime au Venezuela, et qu'il a confié cette mission à deux parfaits idiots, deux des plus grands incapables de Washington, D.C., cela me dit que Trump n'est pas sincère à ce sujet. Et puis, évidemment, rien ne s'est passé puisque Maduro est toujours au pouvoir. Le changement de régime n'a pas eu lieu. Donc, il se peut que ce soit encore une sorte de coup de communication. Peut-être pour détourner l'attention du public, peut-être pour satisfaire certains intérêts, les grandes compagnies pétrolières et les grandes banques qui veulent un changement de régime au Venezuela. Mais je ne sais pas s'il veut vraiment le faire. Et on n'y arrivera pas avec 2000 soldats. D'après ce que nous avons appris du côté iranien, Alex, ils ont eu une réunion très importante entre l'Iran et la Chine concernant les systèmes de défense iraniens. Et d'après ce que je comprends du comportement de la Chine, ils considèrent la Russie, l'Iran et dans une certaine mesure l'Inde comme leur première ligne de défense, car ils estiment que ces pays se battent en leur nom. Parce que si ces pays ne se battent pas, le conflit arrivera en Chine. Donc, ils estiment devoir continuer à soutenir ces pays afin de dissuader l'Occident de s'en prendre à eux, car cela aurait un impact énorme sur l'économie chinoise et son avenir. Comment percevez-vous cette façon de penser? Comment voyez-vous la coopération entre ces trois pays, je dirais l'Iran, la Chine et la Russie? Et dans quelle mesure pensez-vous que la Chine soutient cela? Le cas de l'Ukraine, à mon avis, est en train de s'éloigner, car il n'y a rien en Ukraine à sauver pour l'Occident. Mais il pourrait tout de même considérer le cas de l'Iran. Si l'Iran disparaît du tableau, la Russie serait en grande difficulté au sud. La sécurité énergétique de la Chine serait également fortement impactée par tout changement en Iran. Comment souhaite-t-il que l'Iran soit? Jusqu'à quel point, selon vous, sont-ils prêts à soutenir l'Iran, la Russie et la Chine? Je m'attends à ce qu'ils aillent jusqu'au bout à 100%, car ces trois puissances dépendent beaucoup les unes des autres. Comme vous l'avez souligné, la Russie est très vulnérable face aux djihadistes, qui représentent aujourd'hui une force relativement importante et sont contrôlés par les Britanniques. Les Britanniques ont déjà cultivé ces forces djihadistes depuis 15 ou 20 ans.
La Grande-Bretagne dispose à peine d'une armée, mais elle utilise les djihadistes comme force par procuration. Ainsi, la Russie est encerclée. Le Daghestan, la Tchétchénie, le Kazakhstan, le Caucase du Sud, l'Azerbaïdjan, toutes ces régions sont poreuses. All these areas are porous, and from there, Russia is very vulnerable. Et à partir de là, la Russie est très vulnérable à une résurgence du terrorisme islamique visant à la déstabiliser. Ensuite, la Chine, vous savez, si, pour une raison quelconque, l'Occident l'emportait en Ukraine, s'il gagnait et parvenait à renverser le régime en Russie, à faire tomber Vladimir Poutine et à installer au Kremlin une sorte de Zelensky russe, un président qui serait contrôlé par les puissances occidentales, ils feraient exactement avec la Russie ce qu'ils ont fait avec l'Ukraine. C'est-à-dire qu'ils utiliseraient la Russie comme une arme contre la Chine. Ainsi, l'armée russe, son armement, deviendrait désormais une menace pour la Chine et une menace énorme. Et donc, évidemment, pour les Chinois, il est existentiel de soutenir la Russie et le régime de Vladimir Poutine. Et puis, pour la Russie, la Chine est tout aussi importante en tant que marché commercial et d'exportation, en tant que pays avec lequel ils peuvent échanger des technologies et avoir accès au Pacifique occidental. Donc les trois nations, mais je pense qu'à ce stade, l'Iran et la Russie en particulier sont très importantes pour la Chine. Et je pense qu'ils vont les soutenir sans aucune réserve. Vous savez, pour n'importe qui en Occident, je pense qu'il y a des gens en politique qui croient que s'ils proposent des accords commerciaux aux Chinois ou réduisent les tarifs douaniers, ils pourront renverser ce partenariat. C'est une illusion. Et c'est la même chose du côté des Russes. Certaines personnes pensent que, oh, nous pouvons détourner la Russie de la Chine, nous pouvons peut-être leur promettre la levée des sanctions ou quelque chose comme ça. Non, cela n'arrivera jamais parce qu'ils comprennent. L'Occident ne se fait pas d'amis. L'Occident utilise simplement une puissance contre une autre. Donc s'ils sont amicaux avec vous aujourd'hui, c'est parce qu'ils veulent que vous combattiez pour eux demain. Et tout le monde a compris cela. Donc plus personne ne les croit. Et personne n'a envie de faire à son pays ce que les Ukrainiens ont fait à l'Ukraine. Merci beaucoup, Alex, d'être avec nous aujourd'hui. Toujours un plaisir, Nima. Merci pour l'invitation. Salutations à tous et à la prochaine. See you soon. Bye-bye. À bientôt. Au revoir.